Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Canada et la question des réfugiés. Une seule image qui résume l'horreur du drame humain qui se joue aux portes de l'Europe. Ce petit Syrien s'est noyé au cours de la nuit. Début septembre 2015, cette image du petit Alan Kurdi, retrouvé mort face contre terre sur cette plage de Turquie, horrifie le monde entier. Véritable onde de choc, cette image d'une puissance inouïe va secouer nos consciences, éveiller soudainement le monde à la nécessité de répondre au drame que vivent des centaines de milliers de Syriens qui fuient les horreurs de la guerre pour trouver refuge en Europe ou ailleurs. La famille du petit Alan voulait venir s'installer au Canada où vit déjà la tante du petit. Est-ce que votre promesse d'amener au Canada 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année, c'est toujours possible? Vous y tenez toujours? Oui. Oui. Mais il reste 2 mois, M. Trudeau. Mais on le savait quand on a fait la promesse qu'il restait 2 mois. Et nous, les promesses qu'on a faites, les engagements qu'on a faits pendant la campagne électorale, c'était pas basé sur la campagne électorale, c'était basé sur ce que le Canada ou ce qu'un prochain gouvernement devrait faire. Mais concrètement, comment ça peut se faire? Concrètement, c'est une approche, ça va exiger une approche de plusieurs ministères, ça va exiger des partenariats avec les provinces, avec les municipalités et notre capacité, pas juste d'accueillir des réfugiés, mais de leur donner une capacité de réussite pour leur famille, pour la communauté, pour le pays, de contribuer comme toutes les vagues d'immigrants et de réfugiés antérieurs ont pu faire. Donc, le 31 décembre, ils vont être là, M. C'est ce qu'on vise, oui. Novembre 2015, fraîchement élu, le nouveau premier ministre Justin Trudeau, en entrevue avec Céline Galipeau, qui réitère donc son engagement à accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. Ce sera, d'une certaine manière, la réponse canadienne à la crise des migrants syriens, peut-être aussi à la mort du petit Alan Kurdi. Pour retracer l'histoire du Canada en matière d'accueil des réfugiés, mon invité François Crépeau, professeur en droit international public à l'Université McGill, directeur du Centre sur les droits de la personne et du pluralisme juridique et rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l'homme des migrants. François Crépeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va y aller chronologiquement avec vous. On va essayer de retracer un petit peu ce lien entre le Canada et l'accueil de réfugiés. Qui sont, François Crépeau, les premiers réfugiés qui arrivent ici? Je veux dire, l'histoire de l'humanité est faite de gens qui ont fui la misère ou la violence. Donc, qui sont les premiers réfugiés? Je peux pas vous le dire. Ça remonte peut-être à 18 000 ans quand on a traversé le détroit de Bering. Mm-hmm. Dans la période contemporaine, on a vu certainement des populations amérindiennes se réfugier dans des guerres contre les Européens, mais on a vu aussi beaucoup de guerres entre populations amérindiennes liées aux Européens. L'arrivée, par exemple, des loyalistes après la Révolution américaine. Ouais. C'était pas vraiment des réfugiés parce que c'était des Britanniques qui voulaient rester sur territoire britannique. Donc, ça répond pas à la définition de réfugiés. Mais au sens large, ils trouvent refuge au Canada. Exactement. Les esclaves? Les esclaves qui quittent le sud des États-Unis, qui utilisent le Underground Railway, le train souterrain pour se rendre jusqu'au Canada où l'esclavage avait été aboli. On en a eu beaucoup. Il y a des communautés à Montréal, en Nouvelle-Écosse et ailleurs qui sont des communautés qui descendent de ces gens-là. Donc, il y a ça aussi. Ouais. Donc, on a eu au cours des années, puis on a les gens qui ont fui divers types de révolutions. On a, par exemple, beaucoup de communautés religieuses d'Europe centrale, les Doukhobors, les Hutterites, qui sont venus au cours du 19e siècle, bien sûr. Les Juifs de Pologne, d'Ukraine, de Russie. Les Italiens. Mais par la suite, il y en aura bien d'autres. Mais certainement au 19e siècle, ceux qui sont venus s'installer sur la Maine à Montréal étaient pour beaucoup des réfugiés, mais ils venaient pas comme réfugiés avec un statut de réfugié. Ils venaient comme immigrants, on leur donnait des terres dans l'Ouest, ça a été les Doukhobors. Vous avez de très belles pages de Gabriel Roy dans ses romans sur l'installation des immigrants dans l'Ouest. Et puis il y aura un tournant, la Première Guerre mondiale, parce que donc au 19e on accueille, c'est pas vraiment formellement des réfugiés, mais il y a des gens qui viennent chez nous. Il y a ce tournant de la Première Guerre mondiale où là, à la suite de la guerre, l'entre-deux-guerres, en fait, c'est une zone très sombre. Le Canada qui est très peu accueillant. Tout à fait. Alors, à la veille de la guerre, en 1913, le Canada accueille 400 000 immigrants.
C'est le plus haut chiffre qu'on ait jamais accueilli, même en période contemporaine, de toute l'histoire du Canada. Arrive la guerre, on a la période des années 20 qui est une période de prospérité. 1929, le crash. Et ça, il faut se rendre compte que le traumatisme collectif en Amérique du Nord, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, ni la Première Guerre mondiale, c'est le crash de 1929 et la misère des années 30, quand des familles entières mouraient de faim dans l'Ouest. Et quand des familles entières meurent de faim dans l'Ouest ou ailleurs, quand ça va mal économiquement, c'est important. Puis, c'est fondamental dans le fait qu'on soit prêt ou pas à accueillir. Moi, j'ai en tête, en mémoire, des chansons de la Bolduc, il faudrait que vous réécoutiez ça, où vraiment on dit à peu près, elle chante à peu près à cette grande dépression, un bon Canadien, c'est à peu près ça, là. Un bon Canadien vaut 10 travailleurs étrangers. Là. C'est ça. Oui. Il y a eu un protectionnisme extraordinaire qui s'est fait jour, protectionnisme commercial, financier, etc., qu'on a mis en place et on a considérablement réduit l'immigration. Ça allait de pair avec une conception du colonialisme, ça allait de pair avec un certain racisme, ça allait de pair avec un antisémitisme certain. Parce qu'on n'accueillera à peu près pas de réfugiés de l'Allemagne nazie, juifs ou autres. Oui. On ferme les portes. On ferme les portes avec des phrases terribles qu'on retrouve dans les livres d'histoire. Aucun, c'est déjà trop. None is too many. Pour les Juifs. Ça. Pour les Juifs, entre autres. Et puis aussi, il faut établir la ligne quelque part. Hein? We have to trace the line somewhere. Alors, ce sont des choses qui nous ont marqués. L'affaire du Saint-Louis, par exemple, ce bateau qui contenait presque 1 millier de réfugiés d'Allemagne, pour la plupart juifs, et qui se dirigeait à Cuba. Cuba les a refusés, les États-Unis les ont refusés, le Canada les a refusés. Ils sont retournés vers Hambourg, et d'après ce qu'on sait, plus de la moitié d'entre eux sont morts dans les camps. Donc, ce sont des choses qui se sont passées et que nous portons encore sur nos épaules. C'est un refus qui nous a marqués parce que quelque part, nous en sommes les héritiers. Juste une petite parenthèse, parce qu'ils arrivent, les Ukrainiens. Il y aura 3 vagues ici. C'est comme une histoire dans l'histoire, cette affaire-là. 1891, les premiers, puis ça viendra aux années 50. Tout à fait. Que dire de cette immigration-là, en quelques mots? Je veux dire, dans la plupart de ces vagues d'immigration, il y a une majorité de gens qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de réfugiés. Ouais. Donc, ce sont des gens qui sont allés s'installer dans l'Ouest. On le sait, entre autres pour l'Alberta, la Saskatchewan et même la Colombie-Britannique. Ils sont partis s'installer dans l'Ouest. Ils sont installés dans les grandes plaines et là, vous avez les pages de Gabrielle Roy portent entre autres sur les Ukrainiens, les petits Rutènes dont elle parle dans plusieurs ouvrages. Ils sont venus, ils étaient en bonne partie persécutés pour des raisons de différences religieuses, et ils venaient comme colons. C'était de la colonie, on colonisait l'Ouest, on offrait des terres, on offrait ça s'appelait du block settlement, donc on déplaçait des villages entiers. Et on prenait un village en Ukraine et on l'amenait dans l'Ouest et on l'installait. Il y a un tournant au milieu des années 40, le Canada qui va revoir un peu ses politiques, qui va se montrer plus généreux. Et puis, il y a cette première grande opération d'accueil de réfugiés. Certains de nos auditeurs vont s'en souvenir. C'est organisé. C'est vraiment il y a des enseignements. On y reviendra dans un instant. Évidemment, l'accueil de réfugiés hongrois en 56-57. Pour nous mettre dans l'ambiance, extrait d'un discours de Monseigneur Maurice Roy. Il est alors archevêque de Québec qui souhaite la bienvenue. Ils sont 257 ce jour-là, le 10 décembre 56, à débarquer dans le port de Québec. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au moment où vous mettez pied sur la terre canadienne. Depuis plusieurs semaines, nous suivons avec une indicible émotion la lutte glorieuse et les terribles épreuves de votre pays. Chers amis, vous arrivez aujourd'hui dans un pays où 2 grandes races ont formé une nation jeune et laborieuse qui est devenue plus forte à mesure que plusieurs autres nations lui envoyaient leurs enfants. Que notre pays soit pour vous, comme pour nous, une terre de liberté et de paix, c'est notre vœu le plus cher. Nous voulons vous aider à trouver de nouveau sur ce continent un foyer et une patrie. Nous vous accueillons comme des frères, soyez les bienvenus à Québec. C'est Monseigneur Maurice Roy qui souhaite la bienvenue à ces Hongrois. On y reviendra au rôle de l'Église parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Mais d'abord, François Crépeau, c'est important. Là, près de 40 000 Hongrois qui seront reçus au Canada en moins d'une année. Qu'est-ce qui fait que le Canada, cette fois-là, dit « Allez, venez ». Plusieurs choses. D'abord, je pense que, nous sommes en pleine guerre froide.
c'est le premier coup d'État après les coups d'État de 46, 47, 48. C'est le premier coup d'État vraiment qui crée un mouvement massif de réfugiés vers l'Europe de l'Ouest. Et nous sommes en pleine guerre froide. On fait envoyer un message aux Soviétiques. Et donc, l'accueil des réfugiés fait partie des armes idéologiques. Donc, accueillir les réfugiés est une bonne chose. Je crois que le Canada a aussi regardé à ses intérêts. Ces réfugiés sont tous de l'intelligentsia hongroise. Ce sont des cinéastes, des reporters, des professeurs, etc. Donc, les accueillir, c'est aussi quelque chose qui sert notre intérêt. Ce sont des gens qui ont quelque chose à contribuer au Canada. Il y a une anecdote d'ailleurs à ce sujet. Il y a toute une école de foresterie d'une université hongroise qui est partie, qui a traversé la frontière vers l'Autriche. Tous les professeurs, presque tous les étudiants, et le Canada va tous les sélectionner, les installer à l'Université de Colombie-Britannique. Ils vont finir leur diplôme en hongrois avec leurs professeurs, obtenir un diplôme de l'Université de Colombie-Britannique, et les professeurs seront intégrés à la faculté par la suite. C'est extraordinaire, ça. Ça, là, c'est, je veux dire, on se sert d'une crise pour faire quelque chose de bien, mais quelque chose de bien qui sert aussi nos intérêts. Ouais. Donc, on gagne des deux côtés, et ça me paraît tout à fait extraordinaire. L'aspect guerre froide est intéressant aussi. Ça veut dire probablement qu'il y a, dans ce cas-là, mais dans toute vague de réfugiés, dans la décision, au fond, de dire oui ou non, il y a, soyons lucides, il y a de bons, selon les époques, il y a de bons et de mauvais migrants, de bons et de mauvais réfugiés. Là. Tout à fait, tout à fait. Je pense aussi que le Canada avait probablement un petit sentiment de culpabilité à l'égard des réfugiés juifs qui avaient été refusés avant-guerre. Et s'est dit, ben là, on a l'occasion de rétablir un peu notre crédit moral. Et le Canada a sélectionné à peu près 20% de tous les réfugiés qui avaient traversé la frontière vers l'Europe de l'Ouest. C'est Monseigneur Maurice Roy qui les accueille. Ça nous permet d'explorer un peu leur rôle, l'importance qu'aura l'Église, cette fois-là, mais plus tard dans le temps aussi, sur la question des réfugiés. L'Église, comme d'ailleurs l'ensemble des religions organisées, a sur l'étranger, le réfugié, une position morale très forte. La tradition d'hospitalité, la grande tradition d'hospitalité se retrouve dans les textes fondateurs de toutes les grandes religions. Accueille l'étranger parce que tu as été toi-même un réfugié en pays d'Égypte. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans la Torah. On retrouve ça dans les grands textes fondateurs. Ça fait partie de notre héritage collectif. Et donc, les organisations religieuses, en particulier les églises chrétiennes, ont été depuis le départ, très fortement impliqués dans l'accueil des réfugiés, dans la protection particulièrement des femmes et des enfants, des gens qui étaient particulièrement vulnérables. Et ils se sont portés d'une part à leur défense. Ils ont, dans les années plus récentes, beaucoup parrainé de réfugiés, où ils ont soutenu des paroisses ou des synagogues qui décidaient de parrainer des réfugiés. Et donc, il y a là tout un réseau d'accueil. Le rôle de l'Église comme sanctuaire. Voilà, absolument. Ouais. C'est historique. Ouais. L'Église chrétienne, mais bien avant cela, les temples grecs, par exemple, on a ça dans les tragédies grecques et dans les récits d'Hérodote et de Thucydide, les gens trouvaient refuge dans les temples. Ouais. Et le refuge était un refuge sacré offert par les dieux. Et donc, il y avait là toute une dimension morale dont l'Église est la gardienne. On fait un saut dans le temps parce que ça va vite au cours de cette émission. 1973, le Chili. Expliquez-nous une énigme. Moi, j'avais vraiment l'impression, François Crépeau, puis je pense qu'au Québec, on a l'impression qu'on a accueilli beaucoup de Chiliens à la suite du coup d'État contre Allende. Dans les faits, quand on regarde les chiffres, on sera assez peu généreux. Ben, moi, les chiffres que j'ai vus, c'est qu'on en a accueilli moins de 2000 au cours des premiers 18 mois qui ont suivi le coup d'État de 73. Mais il faut se rendre compte que nous sommes exactement dans l'opposé de 56. Oui. Nous sommes dans l'opposé de 56 parce que nous avons affaire à un coup d'État, disons grossièrement de droite, soutenu par les Américains, contre un gouvernement de gauche qui se radicalisait tranquillement. Et donc, les réfugiés sont des opposants de gauche. Communistes pour beaucoup, alliés encore à cette époque-là à l'Union soviétique, ou parfois maoïstes, ça dépend, mais surtout alliés encore à l'Union soviétique. Et donc, on est encore dans la guerre froide, et les réfugiés sont des gens
contre qui idéologiquement nous nous sommes positionnés. Donc, il y a très peu d'intérêt de la part du gouvernement canadien, qui est allié aux Américains, pour recevoir ces réfugiés. On va en recevoir quand même, mais il y a beaucoup moins d'intérêt que pour les Hongrois. Bye bye. Depuis que Saigon est devenu Ho Chi Minh-Ville au printemps dernier, des milliers de Vietnamiens se sont réfugiés à l'étranger. Au Canada, ils sont venus grossir la communauté vietnamienne qui compte aujourd'hui 6 000 personnes. C'est au Québec, toutefois, que l'on trouve le plus grand nombre de Vietnamiens. Ils sont 5 000. Quant au choix du Québec par les Vietnamiens, c'est surtout à cause de la langue parlée qu'ils l'ont fait. On doit tout jeter les valises, les bagages pour monter sur un bateau. Et puis, on n'a pas assez encore de nourriture. Il faut rester à jeûne près de 2 jours. Et tu n'as pas pu apporter ni de livres, ni rien? Non. Rien du tout? Mais vous étiez tous ensemble quand même? Oui. C'est une chance. Les boat people vietnamiens, ça, François Crépeau, ça va avoir marqué toute une génération de visiteurs qui sont à l'écoute. C'est une immigration importante en 1975. Sur ce dossier-là, vraiment, le Canada va être très, très généreux. On va accueillir énormément de Vietnamiens. Oui, on va accueillir énormément de Vietnamiens. Le Canada va particulièrement montrer son engagement politique après les accords de Paris de 79, dans lesquels les États s'engagent à se répartir les réfugiés, qui mènera une décennie plus tard à un comprehensive plan of action qui sera organisé entre les États pour vider les camps de Thaïlande. Mais dès 79, le gouvernement qui est à l'époque le gouvernement de Joe Clark, avec particulièrement Ron Atkey, qui va être l'âme de cette politique, va décider d'accueillir les réfugiés vietnamiens, et on va en accueillir, si mes chiffres sont exacts, 60 000 en 18 mois. Ouais. Au total, en 85, on aurait accueilli 110 000 réfugiés vietnamiens. C'est ça. Et probablement, si on se rend jusqu'aux années 90, on est probablement plus proche de 150, 170 000. Et donc, on a fait un véritable effort. Là, on est encore dans la guerre froide. Le mur de Berlin n'est pas tombé. Ce sont des gens qui sont des victimes d'une invasion communiste. Plus tard, il y aura le génocide cambodgien qui va s'ajouter à cela, parce que ce sont pas seulement les Vietnamiens, ça va être les Vietnamiens, les Cambodgiens et beaucoup de Laotiens également. Et donc, on est dans la bonne configuration guerre froide. Ouais. On va les accueillir, et on va les accueillir bien. On va les accueillir au Québec, mais aussi partout ailleurs au Canada. Et il va y avoir mis en place par le gouvernement un matching fund, c'est-à-dire que Ron Atkey va annoncer pour tout Vietnamien, pour tout Indo-Chinois parrainé par un groupe privé, le gouvernement va en parrainer un autre. Et ça va être un message à la société civile canadienne. Organisez-vous, puis on va vous aider. Et ça a très bien marché. Ça a créé un mouvement de solidarité. Autour de moi, je me souviens à l'époque, il y avait plusieurs familles qui s'étaient organisées entre elles pour parrainer une personne. Volonté politique égale résultat. Ça, c'est le Vietnam, en tout cas, nous montre ça très bien. 87. Un groupe de Sikhs qui arrive par bateau sur les côtes de la Nouvelle-Écosse demande le statut de réfugié. Le premier ministre conservateur de l'époque, Brian Mulroney, qui va rappeler le Parlement d'urgence pour déposer son projet de loi, ce qu'on appelle projet de loi sur la dissuasion et la détention. On écoute un extrait du reportage à l'époque de Mario Proulx. On est en 87, au mois d'août 87. Vous entendrez aussi dans ce reportage le ministre conservateur Benoît Bouchard réagir à l'époque. Désormais, les passeurs et leurs complices, on pense ici aux capitaines de navires, pourront être condamnés à des amendes s'élevant à $1,5 million et à des peines de 10 ans d'emprisonnement. Le gouvernement canadien, déclare Benoît Bouchard, ne peut plus tolérer les abus. La priorité aujourd'hui est de transmettre immédiatement un message sans équivoque aux passeurs sans scrupules qui exploitent durement les espoirs des migrants un peu partout à travers le monde. Amnesty International, de même que la Coalition de Montréal pour les réfugiés, estime que la définition de passeur est tellement large que les organisations et les églises qui aident les véritables réfugiés à entrer au Canada risqueront d'être traînées devant les tribunaux. Les personnes jugées dangereuses pourront être rapidement expulsées sans droit de recours au processus de détermination du statut de réfugié.
Ça, c'est un beau cas, François Crépeau. L'espèce d'équilibre à atteindre, on entend bien à la fin les craintes des organisations comme l'Amnesty International. Oui, l'accueil de réfugiés, l'ouverture des frontières, mais toute cette question de sécurité, cette question aussi de ne pas faire du Canada, c'est un discours qu'on retrouve régulièrement, l'espèce de pays dans lequel se retrouvent tous ceux qui essaient de contourner les voies officielles d'immigration pour trouver refuge. Il y a ça, là. Oui, on est au début de ça. Le mot demandeur d'asile apparaît dans le langage média dégradable vers 82-83. Avant ça, les gens ne se déplaçaient pas seuls. La plupart des Indo-Chinois étaient dans des camps et ont été sélectionnés dans des camps et amenés ici. À partir de 82, 83, 84, le nombre de gens qui se déplacent par eux-mêmes, par toutes sortes de mécanismes, parfois avec un visa, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs avec des visas ou en absence de visa, mais légalement, et ensuite deviennent irréguliers parce que le visa expire, ou alors ils utilisent les services de passeurs dont parlait le ministre Benoît Bouchard. Ça, c'est nouveau et ça date du début des années 80, et ça va augmenter considérablement le nombre de demandes d'asile au Canada. En 76, il y a à peu près 600 demandes d'asile au Canada, dont la moitié à Gander, à Terre-Neuve, parce que c'est l'escale Moscou-La Havane. Mais 10 ans plus tard, en 86, il y en a 60 000. Donc, on change. Et c'est pour ça que le mot demandeur d'asile apparaît. Et donc, il va y avoir très tôt, entre autres de la part des services de sécurité, dans l'ensemble des pays du Nord global, des lumières rouges qui vont s'allumer en disant attention, contrôle des frontières, blocage, il faut empêcher tous ces gens-là de venir. Et c'est pour ça qu'on invente le mot demandeur d'asile. C'est pour ne pas les appeler réfugiés. Parce que les réfugiés, c'est les Vietnamiens, ils sont bons, on veut qu'ils viennent. Mais les nouveaux, on veut pas qu'ils viennent, donc il faut les appeler autrement et leur donner un autre nom. Et certains sont protégés, d'autres sont suspects. C'est-à-dire la plupart sont suspects. La plupart sont suspects. Les demandeurs d'asile là sont suspects par essence. Et nous sommes toujours dans cette phase. On voit avec les paroles de Mme Merkel récemment que tout d'un coup, face aux Syriens, elle change. Mais depuis ce qu'on a entendu de Benoît Bouchard jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de méfiance à l'égard de celui qui vient par lui-même. François Crépeau, professeur de droit international à l'Université McGill, directeur du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique. Merci infiniment de votre participation à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp à la réalisation, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Daniel Foucard et Mathieu Arsenault, à la technique Pierre Fontaine. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.